La deuxième version du Plan national de développement économique et social PNDS a été présentée hier à l'Assemblée nationale. Le document est constitué de 4 grands axes qui s'intéressent à tous les domaines de développement, dont principalement la sécurité. Au Mali, les partis et regroupements politiques ont manifesté samedi pour refuser la continuité de la transition en place, aussi pour dénoncer toutes les initiatives liées à cette junte au pouvoir, tout en demandant la libération de l'ancien Premier ministre Soumeilou Boubé Maïga. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. L'opposition politique face à la situation nationale lance des menaces. Elle prévient qu'elle va mobiliser ses partisans pour exiger le départ du président Roch Kaboré. Et ce plan, selon le président Edi Komboigo, sera mis en place si dans un mois, la situation nationale ne s'améliore pas sur les plans sécuritaires, alimentaires et économiques notamment. Je vous propose de l'écouter au micro de Abdoulaye Migné. Plusieurs axes routiers sont sous contrôle malheureusement de groupes armés. Plusieurs communes entièrement vidées de leur population, avec des familles dispersées. Le drame de Solan, 4 juin 2021, avec son triste bilan officiel de 132 morts, est venu nous rappeler notre fragilité face à un mal terroriste qui s'est enraciné sans véritable résistance. Si dans un délai d'1 mois, rien de sérieux et de concret n'est entrepris pour maîtriser la situation sécuritaire, l'opposition politique, en concertation avec des organisations soucieuses de l'avenir de la nation, appellera à des manifestations fortes pour exiger la démission immédiate du chef de l'État et de son gouvernement. Procès Thomas Sankara, l'audition de Jean-Pierre Palme, à l'époque commandant de gendarmerie, a pris fin hier à Ouagadougou. Donc, il est accusé de complicité, d'attentat à la sûreté de l'État. Interrogé sur la question de la table d'écoute qu'il aurait désactivée avant de faire disparaître des cassettes d'enregistrement, Jean-Pierre Palme a répondu être innocent. On en parle avec Michael Toukri. Ce n'est pas une table qui peut enregistrer des données d'écoute téléphonique, soutient Jean-Pierre Palme à son dernier jour d'audition ce 8 novembre. Une thèse qui ne convainc pas la partie civile et le parquet. L'accusé serait à l'origine de la désactivation de cette table d'écoute. Pour l'avocat Prosper Farama, Jean-Pierre Palme a activement contribué à consolider le pouvoir du Front populaire à travers la répression de ceux qui étaient opposés au coup d'État du 15 octobre 1997. Et ce sont ces adjoints qui affirment très clairement qu'il est passé avec des Français, d'abord à démonter les tables d'écoute, les a remplacées par d'autres tables d'écoute et surtout est parti avec les enregistrements. Il dit que les tables d'écoute n'enregistraient pas, alors qu'il y a des témoins qui viendront confirmer que les tables d'écoute possédaient des enregistrements. Il y avait des enregistreurs. De nombreux témoins qui assurent qu'il a participé à la répression de tous les opposants du régime. Mais nous le rappelons très honnêtement et très poliment que d'autres ont refusé en estimant que c'était une participation qui était tout à fait, on allait dire, illégale. Du côté de la défense de Jean-Pierre Palme, les faits dont il comparaît devant la barre ne sont pas fondés. L'accusation sur son client, selon Maître Moumouni Kopio, porte sur la désactivation de la table d'écoute qui, selon des témoins, disent avoir aperçu Jean-Pierre Palme au sein de cette salle où était installé le dispositif d'écoute en compagnie de Français. Qu'on lui a dit qu'il a aidé des gens à prendre le pouvoir de manière illégale, à porter atteinte à l'État. La table n'enregistre pas systématiquement. Il y a un magnéto qu'on fait pour disparaître, pour enregistrer. Maintenant, ces cassettes qui étaient là-bas, quelle est l'autorité légitime à laquelle ces cassettes étaient destinées pour que lui puisse les détourner? Je vous dis qu'il est allé avec les Français. Lui-même, il a dit tout à l'heure que vous avez écouté. Il allait les Français pour installer une table. Mais c'était son rôle. C'était lui le commandant de gendarmerie. Mais il ne l'a pas fait en dehors
de son pouvoir de commandant de gendarmerie. Et ces gens qui ont dit, ils vont venir nous dire, les témoins, nous attendons tous les témoins qui viennent nous dire quelles sont les cassettes qui ont été prises. Le second accusé à cette barre, Tondé Ninda, à l'époque, il était soldat de première classe. Il est poursuivi dans le dossier Thomas Sankara pour subordination des témoins. Le procès reprend ce 9 novembre avec l'audition du général Gilbert Diendéré, considéré comme l'un des cerveaux dans l'assassinat du père de la Révolution le 15 octobre 1987. Je vous parlais en titre de la présentation du Plan national de développement économique et social PNDS version 2. Le ministre burkinabé en charge des Finances, Lassane Kaboré, a exposé des détails du document lors d'une séance plénière à l'Assemblée nationale. Dans le contenu de ce nouveau référentiel, des questions de sécurité, de réforme, de solidarité nationale et d'employabilité, compte rendu avec Serge Kaboré. Estimé à environ 19 000 milliards de francs CFA, soit un coût annuel moyen de 3 806,1 milliards de francs CFA, le deuxième plan national de développement économique et social PNDS 2 a été présenté ce 8 novembre à l'Assemblée nationale. Fondé sur les 10 chantiers du programme présidentiel, le PNDS 2 vise à rétablir la sécurité et la paix, renforcer la résilience de la nation et transformer structurellement l'économie burkinabé. Et pour sa mise en œuvre, 4 axes stratégiques ont été déterminés. L'axe 1, consolider la résilience, la sécurité, la cohésion sociale et la paix. L'axe 2, approfondir les réformes institutionnelles et moderniser l'administration. L'axe 3, consolider le développement du capital humain, la solidarité nationale. Et enfin, l'axe 4, dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Pour chacun de ces axes, des objectifs stratégiques, des effets attendus et des indicateurs d'effets ont été déterminés. Domaine important du nouveau plan de développement économique et social, la question sécuritaire occupe une part belle dans l'axe 1. Et pour la mise en œuvre des projets dans les zones à fort défi sécuritaire, le PNDS 2 entend responsabiliser désormais les élus locaux. Nous faisons du pragmatisme en réalité. Et si vous avez suivi, nous avons adopté même en Conseil des ministres le principe que les élus locaux soient désormais, on responsabilise même la réception au niveau des élus locaux. Donc nous sommes en train de travailler, ça viendra sous forme de décret, où la réception, le suivi va être progressivement transféré à ceux qui sont sur place pour éviter justement que la mise en œuvre ne soit retardée parce que justement tous les déplacements sont difficiles alors que nous pourrons donc faire recours à ceux qui sont sur place. Financé à hauteur de 63% par les ressources propres et les ressources extérieures de 9%, le besoin de financement s'élève à 5 328,1 milliards de francs CFA, soit 28% du coût total du plan. Toute chose qui ne rassure pas certains parlementaires. Lors du premier PNDS, des promesses aussi avaient été faites. Et je me rappelle encore que le président de l'Assemblée de l'époque, Salif Diallo, avait dit au Premier ministre de l'époque que s'il revenait ici sans les 19 000 et quelques milliards promis, les portes de l'Assemblée allaient être étroites. Je vois que cette fois-ci encore, on nous parle de 19 000 et quelques milliards à mobiliser. Alors que la situation s'est détériorée plus que la situation d'avant. Alors, est-ce que nous serons à même de pouvoir mobiliser ces ressources? Dans la perspective de mobiliser le maximum de ressources nécessaires à la réalisation des investissements structurants, une table ronde de financement du PNDS 2 est prévue les 2 et 3 décembre prochains à Bruxelles avec la communauté des bailleurs de fonds et des financiers internationaux. Jeudi dernier, séminaire d'échange des membres de la Caisse de dépôt et de consignation CDC et des acteurs économiques. Un cadre mis en place avec les partenaires français afin de faire la lumière sur les missions et dispositions d'encadrement de la CDC Burkina créée en 2017. Sa promotion à l'endroit des partenaires économiques est l'objectif principal visé. Maxime Jeudebombara pour le reportage. La Caisse de dépôt et de consignation a été créée pour apporter un plus. Le directeur de la Caisse de dépôt et de consignation du Burkina Faso échangeant avec les acteurs économiques et financiers.
Il s'agit pour Paul Kabatieba de présenter et expliquer les missions de son institution. Créée en mai 2017 et considérée comme la banque des banques, la Caisse de dépôt et de consignation est, selon ce dernier, une institution financière publique qui assure un service d'intérêt général et de développement économique pour le compte de l'État et des collectivités territoriales. La CDC est une institution publique à statut spécial. De par la loi votée par le Parlement, elle est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Et la Caisse, à son démarrage, a bénéficié d'une dotation initiale d'un montant de 20 milliards de francs CFA, alloué par l'État, naturellement. Alors, lors de sa création, le législateur a voulu faire en sorte que la Caisse de dépôt et consignation repose sur deux piliers. Un pilier incarné par l'exécutif et un pilier incarné par le législatif, par le Parlement. La mission première de la Caisse de dépôt et de consignation est de protéger, sinon sécuriser l'épargne nationale. Pour Paul Kabatieba, la création de la CDC Burkina vient répondre aux insuffisances des systèmes bancaires dans le financement des projets de développement. C'est donc un instrument de centralisation de l'épargne institutionnelle qui va permettre de poser les bases d'un développement endogène. La Caisse de dépôt et consignation a été créée pour apporter un plus dans notre système bancaire et financier, à apporter un peu plus d'efficacité à notre système bancaire et financier pour lui permettre de prendre en charge des secteurs qui sont abandonnés parce qu'ils ne répondent pas aux critères de l'investissement privé. Deuxièmement, la création de la Caisse de dépôt et consignation vise un objectif stratégique et politique qui est vital pour notre pays. C'est doter notre pays d'un instrument endogène de financement de son développement. Pourquoi? Parce que l'épargne institutionnelle qui est éparpillée actuellement au niveau du système bancaire, dans les banques privées, sert à financer essentiellement des investissements privés, mais ne sont pas forcément orientés vers le financement du développement du pays. C'est ça la question centrale. Ce séminaire de présentation des missions et des dispositions d'encadrement de la Caisse de dépôt et de consignation du Burkina Faso aux acteurs économiques et financiers se tient dans le cadre de la mission conjointe CDC Burkina, CDC France, Expertise France et l'Agence française de développement. Autre actualité, la 9e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse débute demain, mercredi. 4 jours durant, plus d'une trentaine de pays seront représentés à travers les activités. Les détails du rendez-vous vous ont été donnés donc par le comité d'organisation. Samedi, une foire sera aménagée dans les locaux du FESPACO. On fait le reportage avec Béranger Zambelongo et Abdoulaye Migné. Face aux crises multidimensionnelles et les mutations technologiques, quels médias pour l'Afrique? C'est sous ce thème que se tiendra du 10 au 13 novembre prochain l'édition 2021 du Festival international de la liberté d'expression et de la presse FILEP. Pour cette foire, le comité d'organisation a annoncé les couleurs de cette 9e édition de ce rendez-vous annuel. C'est vraiment un cri de cœur. Je lance un appel aux populations, c'est très important. Venez voir nous qui travaillons pour vous, venez nous comprendre, venez nous voir dans notre environnement, comprendre ce qu'on fait. Et ceux-là qui sont venus exposer ont compris et sont là aussi. Alors donc venez vraiment nous encourager pour que l'édition prochaine vraiment soit pour le bien de chacun de nous. Une édition qui se veut celle de résilience des médias face aux crises et mutations qui assaillent la profession. Édition de résilience aussi par rapport au contenu global de la réflexion qui va être menée et qui touche pas seulement le Burkina, qui touche le continent africain confronté à des crises multidimensionnelles et à divers niveaux, et comment effectivement les médias se positionnent dans ce contexte, comment les médias peuvent accompagner une résilience qui n'est pas une résignation, parce que tantôt, effectivement, on a comme l'impression qu'en entrant dans les politiques, que la résilience, c'est la résignation. Nous voulons montrer au niveau médiatique que la résilience, c'est une sorte de reculer pour mieux sauter. Plus d'une centaine de participants sont attendus à cette 9e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse FILEP, et les préparatifs vont bon train à laisser entendre le comité d'organisation. Nous sommes en train de faire les derniers réglages pour que cette 9e édition soit un succès.
C'est une édition organisée un peu difficilement, notamment sur la mobilisation financière qui n'était pas évidente. Mais au finish, pendant qu'on voulait faire une édition un peu au rabais, on ne pensait pas dépasser une centaine de participants. Là, on est en train d'aller après de 200, voire même peut-être plus de 200 participants qui vont être à Ouagadougou de plusieurs pays africains pour la 9e édition du FILEP. Donc on est conscient des enjeux et on est en train de faire les derniers réglages pour que cette édition soit sinon meilleure à la précédente, mais au moins autant que la précédente édition. En rappel, plusieurs activités seront au programme à ce festival, dont 9 panels qui seront animés par des conférenciers du Burkina Faso et des pays invités. Simon Kaboré, comptable de profession, remporte plus de 49 millions de francs CFA au 4+1 de la LONABE. Seulement 600 francs CFA, c'est la somme qui lui a permis d'être l'heureux bénéficiaire de ce gros lot le 26 octobre dernier. Cérémonie officielle de remise de son chèque. Image avec Sanata Serré. L'heureux gagnant de ce 4+1 du 26 octobre 2021 est comptable de profession. Pour une mise de 600 francs CFA, il remporte plus de 49 millions de francs CFA. Simon Kaboré, gagnant de cette cagnotte, s'est fait représenter à cette cérémonie de remise officielle de chèque par Martin Ilboudo. Je suis très content. Merci beaucoup à la Loterie nationale burkinabé. Que Dieu les bénisse. J'ai misé seulement 600 francs et j'ai gagné ce gros lot. Alors j'invite tous les Burkinabés à tenter leur chance. Il faut savoir que c'est une affaire de chance. Si tu joues incessamment, un jour tu auras ta chance. J'ai plein de projets et avec cette somme, je vais construire et renforcer mon commerce. Le directeur général de la nationale du jeu a félicité le gagnant tout en lui prodiguant des conseils pour une bonne utilisation de ce gain. Vous avez été effectivement témoin de la remise d'un gros lot. Il faut rappeler que les gros lots, c'est vraiment... Lorsque nous avons un gros lot, nous invitons la presse pour faire le témoignage, pour faire la preuve que lorsque nous gagnons, lorsque nous jouons, nous gagnons et que les lots sont une réalité. Il vient d'empocher son chèque. Nous lui avons tout à l'heure prodigué des conseils dans le sens d'une bonne utilisation, à bon escient de cette somme-là. 49 millions, je pense que c'est plus que suffisant pour démarrer une activité qui peut se révéler très porteuse en termes de création de richesses. Le jeudi 4 novembre, à l'occasion du Tour du Faso, la LONABE a également remis un autre gros lot de plus de 49 millions de francs CFA et son premier responsable d'inviter les potentiels parieurs à faire confiance à la nationale du jeu et à miser car il reste encore des millions à gagner avant la fin de cette année 2021. Des images à présent de la nuit de la quenouille organisée samedi dernier par l'association Yelba. Nous étions la veille de la clôture de Expo Yelba, débutée le 4 novembre dernier, qui fait la promotion du Faso d'Anfani. Cette nuit était donc l'occasion de présenter les créations à base de pain tissé et de rendre hommage aux artisans. Les images compte rendues avec Abdourahminier. C'est une soirée pleine de couleurs, marquée par des chants, de la danse et surtout un défilé en Faso d'Anfani qui est à l'honneur en cette soirée dénommée la nuit de la quenouille. L'objectif est de montrer le savoir-faire des artisans qui travaillent le coton, faire la promotion du pagne tissé et inviter les Burkinabés à adopter le Faso d'Anfani qui, selon l'association Yelba, est un symbole de la culture burkinabé. La nuit de la quenouille pour nous, c'est magnifier le travail de nos tisserands et tisseuses et faire connaître le Faso d'Anfani afin que chacun sache que le coton burkinabé fait de très belles choses et de très beaux tenues et que nous n'avons pas à envier la friperie qui vient de l'extérieur. Nous pouvons très bien nous habiller en Faso d'Anfani, être satisfaits et être reconnus dans le monde entier. Au-delà d'inviter les Burkinabés à porter du Faso d'Anfani, l'ambition de l'association Yelba est grande, promouvoir ce pagne tissé à travers le monde. C'est pourquoi Expo Yelba est un cadre de rencontre entre artisans burkinabés et stylistes d'extérieur avec l'Italie, pays invité d'honneur comme porte d'entrée du Faso d'Anfani en Europe.
Notre défi, c'est faire adopter le faso d'Anfani en Europe, comme nous portons aussi le guin ici, comme nous portons la soie ici. Et il faut que les Européens aussi reconnaissent que nous avons de la valeur. Parce que produire du coton, vendre à l'extérieur et revenir ici pour que nous le portons, nous-mêmes nous pouvons le faire avec un savoir-faire extraordinaire. Pour les stylistes qui ont participé au défilé, c'est un grand pas qui vient d'être fait dans la valorisation du faso d'Anfani. Vraiment, c'est très bien, c'est un plaisir pour moi de participer à cette défilé. Je crois que ça commence à venir. Si les Italiens viennent au Burkina pour commencer à faire le défilé de parler de faso d'Anfani, je crois que le combat ne fait qu'en gagner davantage. Je crois que le lutte va payer un jour et le faso d'Anfani aura sa place dans le monde. Notons que l'exposition Yelba est à sa deuxième édition après une première édition tenue l'année dernière en Italie. L'association Yelba a témoigné sa reconnaissance au président du Faso pour son engagement dans la promotion du Faso d'Anfani qui, selon elle, doit être un pilier important de l'économie du Burkina Faso. Culture toujours avec le FESPACO 2021 qui était célébré en différé du 4 au 7 novembre dernier dans la ville de Sia. Des projections cinématographiques, des formations, donc un jeu d'acteurs et des échanges autour du thème de cette 27e édition ont ponctué cette célébration en différé. Retour sur la cérémonie d'ouverture par la ministre en charge de la culture. C'est avec notre correspondant Joseph Koudou. Après la clôture du FESPACO, Bobo Dioulasso s'est mu en capitale du cinéma africain pendant 96 heures. Du 4 au 7 novembre 2021, les Bobolais ont été invités dans les salles obscures pour voir les films sélectionnés lors de la 27e édition du FESPACO. Et le clap de départ de ce mini-FESPACO a été donné par la ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. FESPACO Bobo traduit la volonté du gouvernement de communier avec le sympathique public de la ville de Sia à travers la magie du cinéma. En effet, la sélection des films à voir à Bobo est d'une belle facture car elle concerne une partie de la crème des films inscrits pour le FESPACO 2021. Il s'agit pour le gouvernement et le département de la culture de porter partout au Burkina Faso et en Afrique ces cinémas du continent. C'est pourquoi FESPACO Bobo révèle une grande importance pour nous et une étape clé dans le dispositif organisationnel du FESPACO 2021. Et pour cette cérémonie d'ouverture, c'est le court-métrage Zalissa de Karine Bado, lauréate du Poulain de bronze, qui a été projeté. Tous les films qui ont été primés vont être projetés ici. Et à l'intérieur également de toute la panoplie de films qui avaient été proposés, les plus belles œuvres en tout cas ont été retenues pour être projetées ici à Bobo Dioulasso. Donc il s'agit pour nous ici de convier toute la population à prendre part à ces quelques jours qui vont être donc dédiés au FESPACO Bobo parce que nous savons que Bobo c'est une ville très culturelle et une plaque tournante en tout cas de la culture du Burkina Faso. Et il est de notre devoir de faire ce FESPACO Bobo et de permettre en tout cas à toute la population de Bobo qui aime bien la culture, qui aime le cinéma, de pouvoir vivre les temps intenses que nous avons vécu à Ouagadougou durant ce FESPACO. Les projections des films sélectionnés ont été programmées sur plusieurs espaces dans la ville de Sia. En rappel, l'étalon d'or de ce FESPACO 2021 a été remporté par le Somalien Kadar Ahmed avec son film La femme du fossoyeur. Et puis dans le reste de l'actualité, grand meeting à Bamako ce samedi du cadre d'échange des partis regroupements politiques. Objectif, dire non à la prolongation de la transition aux assises nationales de la refondation et aussi demander la libération de l'ancien Premier ministre Soumeilou Boubé Maïga. Et pour ce cadre des partis politiques, le bilan de gouvernance est déplorable avec la flambée des prix des produits de première nécessité et la recrudescence de l'insécurité. Correspondance avec Brema Soulo. C'est dans une salle du Palais de la Culture pleine à craquer que s'est déroulé le meeting du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie. Un meeting pour dire non au gouvernement sur plusieurs points. Pour dire non et non et non à la prorogation, non aux assises nationales, non à la sûreté de la vie, non aux conditions de vie des enseignants,
des salariés, l'insécurité. Donc c'est pour dénoncer tout ça là. Ces meetings étaient aussi l'occasion pour le cadre de dresser un bilan sommaire de l'action du gouvernement de la transition. Depuis un an, la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée, elle s'aggrave. Depuis un an, les indices de notre économie sont au rouge. Depuis un an, nous constatons une atteinte aux droits et libertés fondamentales des citoyens garantis par la Constitution. C'est pourquoi nous, femmes du Mali, demandons un sursaut national pour sauver notre pays d'une impasse politico-sécuritaire sans précédent. Dans sa déclaration, le cadre d'échange des partis politiques pointe un certain nombre d'initiatives du gouvernement Sokel Kokala Maïga qui risquent de mettre la transition à mal. Nous, parti du cadre d'échange pour une transition réussie au Mali, constatons une profonde cassure de la dynamique de la réussite de la transition, conséquence et ratassage du chronogramme de la création forcée de l'organe unique de gestion des élections et des résultats qui sont attendus par les assises qui ne sont pas nécessaires et dépensés. Exigeons du gouvernement du Mali le respect de ses engagements vis-à-vis du peuple malien et de la communauté internationale. Ainsi, nous enjoignons le gouvernement, dans les plus brefs délais, à se ressaisir et faire le réalisable et prioritaire dans les délais impartis pour le bien de notre peuple. Et nous lui rappelons son obsolescence programmée pour la fin de la transition de 18 mois. Le Premier ministre sera tenu pour responsable de tout ce qui arrivera au Mali en cas de non-respect du délai de la transition, prévient le cadre d'échange des partis politiques. Lors de la dernière visite du médiateur, le gouvernement de la transition s'est engagé à publier le calendrier électoral avant la fin du mois d'octobre 2021. Force est de reconnaître que cet engagement n'a pas été tenu. Nous tenons le Premier ministre, Dr Sokel Kokala Maïga, pour seul responsable des conséquences du non-respect des engagements pris devant la communauté internationale et le peuple malien. Le président du cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie, Ousseynou Amin Guindo, regrette également l'attitude du Premier ministre face à la communauté internationale. Le cadre menace d'envahir la place de l'indépendance dans les semaines à venir. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain, 13h.